Donc moi je suis Elisabeth Cavassa, je suis représentante de l'association Césarine. Donc Césarine, sa raison d'être, comme je disais tout à l'heure à M. Roche, c'est que pour moi, ce serait bien qu'elle n'existe pas. C'est un peu comme les Restos du Cœur. C'est une association qui idéalement, n'aurait pas besoin d'exister. Comme a dit Alban, on a besoin d'exister dans le sens où on pratique donc, de l'échange du soutien autour des naissances par césarienne. Pourquoi césarine? Parce que le taux de césarienne a augmenté, a doublé, on va dire, depuis les années 80. On en est aujourd'hui à à 20% à peu près. Donc c'est une naissance sur 5 et une pour 4 pour les primipares. Donc une maman qui est primipare, qui va avoir un premier bébé, a un risque sur 4 de passer par la case césarienne, avec toutes les difficultés que ça peut générer, comme je disais tout à l'heure, pour la suite des prochaines naissances. Les facteurs pour X raisons, donc facteurs variables. Et donc, s'il y a deux questions qui émergent pour faire rapidement, donc c'est pourquoi cette augmentation, mais ce n'est pas la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et on va s'attarder donc sur comment mieux et bien vivre ces naissances. Donc la césarienne, c'est la venue au monde par une opération chirurgicale. Quoi qu'on en dise, c'est une séparation plus ou moins longue de ceux qui vont fonder une famille via un mode de naissance qui n'est pas celui prévu normalement par la nature et donc qui peut perturber le processus psychique et symbolique permettant à cette triade de se constituer. Imaginez tel qu'on se représente un accouchement, l'idéal, la maman qui accouche, et puis tel que c'est réellement, en fait, c'est-à-dire que la maman est nue, allongée, les bras attachés en croix. Alors ça, c'est vraiment un point qui est fondamental, attaché en croix, et ça, dans le vécu, les mamans nous disent « j'étais crucifiée ». Voilà, donc imaginez comment, au moment où on est censé vivre la naissance de notre enfant, on se dit « mais en fait, non, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que moi, j'étais crucifiée sur une table ». Voilà. Branchée aux appareils de surveillance, forcément. Le champ opératoire en haut du buste, donc qui fait qu'elle ne voit rien. La mère est seule ensuite, en général, jusqu'à la fin de l'opération, parce qu'on verra après dans le questionnaire, c'est que pour beaucoup, les salles de réveil sont communes à tous les hôpitaux. Donc, du coup, on ne peut pas amener le bébé pour des raisons d'asepsie qu'on comprend complètement. Hein. Donc, voilà, seule en minimum en salle de réveil un bon moment. Donc, le bébé qui est sorti et que la maman ne voit pas forcément de suite. Le cordon, bien sûr, coupé sans le papa, qui ne peut pas être dans la vision du champ opératoire. En général, il peut être présenté à la maman quelques secondes, c'est ce qui se passe, mais comme elle a en général, la plupart du temps les bras attachés, elle ne peut pas le tenir, donc voilà, d'où l'expression « j'étais crucifiée ». On m'a montré un bébé comme ça, ou mon bébé, et puis voilà, c'est violent quoi, en tant que maman à vivre, de ne pas pouvoir accueillir cet enfant-là, avec toutes les incidences que ça peut avoir pour la suite. Mauvaise distinction du visage aussi parce qu'au bloc on n'a pas les lunettes, on n'a pas les lentilles, donc forcément des mamans qui voient rien, elles voient une espèce de machin rose là, mais voilà, la première vision nette de son bébé, elle n'aura pas quoi, capté le proto-regard au moment où le bébé voilà, et qu'il n'aura plus forcément dans les heures qui suivent après quand elle va le récupérer. Et le contact est physique que si on approche assez le bébé, et toutes les maternités, toutes les sages-femmes, tout le personnel médical ne le font pas forcément. Donc on voit un bébé à 1 mètre ou 2 de nous, et c'est pas... Voilà. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sages-femmes qui vont poser le bébé quelques secondes là, mais globalement, ça peut se passer comme ça. Le bébé qui part pour les premiers soins, voilà, avant même de le montrer à la maman parfois, pour raison médicale, c'est tout à fait justifié, mais ce n'est pas forcément le cas. Il reste en couveuse aussi parce que voilà, c'est comme ça, c'est le protocole, alors qu'en organisant différemment, il pourrait être avec le papa ou en peau à peau. Voilà, quoi. Donc un bébé qui est dans le ventre comme ça, et puis qui se retrouve seul pendant 2 heures sans contact physique et tout dans une couveuse. Il ne comprend pas le bébé. Quoi. Il se passe pas. Le papa aussi est impliqué dans le sens où il est très rarement accepté au bloc. Je mets juste un bémol quand on voit les césariennes idéales sur les reportages à la télé. C'est une toute petite majorité de ce qui se passe réellement. Quoi. C'est la césarienne idéale qu'on nous montre à la télé. Dans la vraie vie, c'est plutôt ce que je vous présente là. Donc, il faut quand même garder l'idée que voilà, il y a des choses à faire évoluer. Donc, le papa, il est complètement désinvesti, on va dire, de cette naissance-là, vis-à-vis déjà de la maman, et puis en plus des protocoles médicaux qui sont autour. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, les mamans dans une salle de réveil commune, à tous les services, donc dans à peu près 45% des cas. Donc, ça fait 45% des mamans qui ne peuvent pas avoir leur bébé avec elles dans les 2-3 premières heures de la naissance.
Et il y en a très peu quand on voit, par exemple, dans une salle de naissance ou dans votre chambre, ça représente 13%. Donc c'est peu de mamans, finalement, qui, après une césarienne, peuvent être directement avec leur bébé. Le bébé, donc pour parler de lui aussi, c'est que suite aux travaux de Frédéric Leboyer et d'autres, on a pris conscience de l'impact de la naissance et Monsieur Roche nous dira tout à l'heure, nous confirmera tout à l'heure l'impact. Et donc les pratiques ont changé en salle de naissance depuis 20-30 ans, mais pas forcément dans le cadre d'une césarienne, qui est encore une fois une opération chirurgicale. Beaucoup de mamans disent ne pas avoir reçu assez d'informations forcément sur avant le pourquoi de la césarienne, ou même une naissance qui se présentait par voie basse et qui finit à une césarienne. Elles disent qu'elles n'avaient pas été assez préparées de cette éventualité-là. Donc le vécu des césariennes, comme je disais, c'est un progrès médical certain qui permet de sauver des vies, mais aussi c'est une opération chirurgicale importante qui est source de séparation, de douleurs physiques, loin de l'imaginaire collectif qu'on se représente en général. Manque d'informations, du pourquoi lors de la préparation, des aménagements possibles et des conséquences que ça peut avoir. Donc conduisant, ça ce sont des mots de maman, des sentiments d'infantilisation, de dépendance et de soumission, de déshumaniser, déposséder, exclusion, intrusion, anxiété et choc. Donc source de mauvais vécu, tout ça. Là, ce sont des mots que j'ai récupérés sur le forum. J'avais posé la question aux 5000 mamans là, de me dire en 2 mots, dites-moi en 2 mots quel est votre rapport à la césarienne. Donc, encore une fois, c'est un panel de mamans qui a mal vécu sa césarienne globalement, donc forcément, il y a quand même bonheur dans le lot, mais voilà, agression, angoisse, dépression, douleur, incompétence, incapacité, frustration, humiliation, infantilisation, peur, manque, respect quand même pour être positif, culpabilité. Voilà, donc c'est des mots quand même qui sont fort de sens, mais dans un sens négatif, d'un moment qui ne devrait pas être. Les conséquences sur le bébé, donc dans le cadre, les conséquences physiques, le manque de contraction, d'imprégnation hormonale vont avoir des conséquences sur la maturation, le réflexe de succion et dans plein d'autres cas aussi. On verra dans la suite de l'après-midi. Sur la maman, aussi, le manque d'hormones naturelles peut avoir des conséquences sur l'allaitement, qui est aussi un facteur favorisant pour récupérer le lien un petit peu abîmé au cours d'une césarienne. Donc si l'allaitement en plus a du mal à se mettre en route, ça surrajoute aux difficultés de se mettre d'établir ce lien. L'établissement du regard, par exemple, ça c'est important. Voilà. Dans 20% des cas, ça va être au moment de la naissance, quand le champ opératoire est baissé. Dans 60% des cas, ça va être dans le bloc après la naissance, mais le bloc c'est très rapide parce qu'il fait froid, le bébé ne peut pas rester longtemps. Et donc la plupart du temps, ça se fait après. Et le premier contact physique, ça se fait dans 20%, plus 14%, bien plus longtemps après la salle de réveil. Donc c'est des heures, c'est des minutes très très longues pour la maman, pour le bébé. Ça fait partie des axes à pouvoir peut-être essayer de travailler avec le personnel médical. Les conséquences, donc en termes de chiffres, on voit que physiquement, c'est plutôt bien vécu, dans quasiment 60% des cas. Par contre, psychologiquement, c'est mal vécu psychologiquement. Voilà, ça c'est de façon globale, surtout sur l'ensemble de la France, les pourcentages de vécu. Donc l'ajustement physiologique et psychologique est très important, encore plus que dans le cas d'une voix basse. Source de stress, de traumatisme psychologique, de stress post-traumatique aussi. C'est clair que ça peut être vécu vraiment comme un traumatisme avec tout ce qui vient derrière en termes de stress post-traumatique. Les conséquences reconnues d'une chirurgie, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus votre nom, c'est une chirurgie. Donc en cas de chirurgie, on peut avoir une dépression, mais ce n'est pas forcément reconnu dans le cas d'une césarienne. Parce qu'une césarienne, on nous dit c'est une naissance de bébé, mais bon, c'est aussi une chirurgie. Là, comme le rapport à la césarienne, j'avais demandé le rapport à la cicatrice. En 2 mots, quels sont votre rapport à la cicatrice ? Donc voilà, blessure, douleur, apprivoisé, naissance, fermeture, peur, échec, incompréhension, punition, intouchable, souvenir, tatouage, tristesse, mutilation, indélébile, colère. L'établissement du lien, comme je disais, plusieurs heures après, on m'a rendu un bébé en pyjama. C'est une maman qui vous dit ça vous glace dans le sang, ou celle qui un jour m'a dit quand j'aurai le bébé qui était dans mon ventre, je ferai pareil qu'avec celui-là. C'est une maman qui avait son bébé depuis 3 mois. Elle était en train de s'en occuper, elle m'expliquait, j'étais en train de le langer, puis je me suis entendue penser quand j'aurai le bébé qui était dans mon ventre, je ferai pareil qu'avec celui-là.
en 3 mois, alors que je crois qu'elle l'allaitait. Elle n'avait pas fait son inconscient n'avait pas fait le lien avec le bébé qui était dans son ventre. Donc sur ces constats, c'est comment accompagner avec bienveillance les parents et les bébés, et les personnels médicaux, si je dirais, parce que finalement c'est un vrai travail d'équipe, et de garder toute la douceur et l'émotion nécessaires à la mise en place de ce lien fondamental. L'humanisation, mais voilà, le maître mot, s'il faut qu'il y en ait un, c'est l'humanisation de ce type de naissance. Voilà, c'est garder les aspects médicaux nécessaires, ce qui est indéniable, mais permettre cette rencontre d'une famille, quels que soient les lieux, quelles que soient les conditions, même s'il y a de l'urgence vitale. Donc c'est en commençant par les préparer, on parlait tout à l'heure d'information, ça c'est fondamental. Dans les cours à la naissance classiques, en tout cas au moment où le diaporama avait été fait, c'était 6 cours et 0 sur la césarienne. Donc c'est une naissance sur 5, une sur 4, autant de femmes qu'on n'aidera pas, qu'on ne va pas préparer à l'éventualité de devoir passer par le bloc au moment de la naissance. Rendre acteurs les parents de la naissance, enfin rendre les parents acteurs de la naissance de leur enfant, sans dramatiser, sans faire trop gore, mais c'est en informant, sans mentir. Parler du protocole avec la maternité, avec le personnel qui accompagne, ça c'est fondamental, la démarche de projet, le projet de naissance. D'expliquer les obligations des uns et des autres. Il faut aussi que les parents comprennent que les maternités ont des contraintes organisationnelles, budgétaires, X, Y, donc il ne faut pas non plus arriver les poings tout faits, mais il faut aussi que les maternité puisse s'ouvrir, on va dire, à certaines demandes de parents. Donc le livret d'information, humaniser les césariennes, donc voilà, c'est envisager une césarienne en début de travail, quand par exemple une césarienne doit être programmée, mais s'il n'y a pas d'urgence vitale, c'est d'attendre que le travail se mette en place tout seul, de façon à ce que le bébé et la maman soient imprégnés des hormones, d'une partie en tout cas des hormones nécessaires à la bonne mise en place. Se présenter. Bonjour, je suis monsieur machin ou madame truc, je suis le gynéco, la sage-femme, l'aide-soignante, tout ça, parce qu'on se retrouve les bras attachés avec 50 000 personnes autour de nous, on ne sait pas qui fait quoi, et ça aussi, ça aide pas à savoir qui est qui, ce qu'on fait là, quoi. Ça, expliquer le déroulement et le pourquoi des actes, la présence du père dans l'idéal. Alors toutes les maternités ne les acceptent pas, tous les papas ne sont pas non plus demandeurs de la chose, mais pourquoi pas, ça peut se préparer. Baisser un peu le champ opératoire pour voir la sortie du bébé, sans voir forcément l'ouverture du ventre, mais ça, laisser du pot à pot, voilà, réfléchir peut-être au niveau des protocoles, comment, tout en gardant l'asepsie, pouvoir garder le bébé dans une couverture avec la maman un petit moment au bloc, c'est à réfléchir. Et au moins lui détacher un bras, pour qu'au moment où, quand vous êtes comme ça, crucifié, alors bien sûr, il ne faut pas que la maman envoie les mains dans le champ opératoire, mais comme je dis, à partir du moment où on va lui mettre le bébé là, et si l'anesthésie marche bien, il n'y a pas de raison qu'au moment où on lui donne son bébé comme ça contre elle, elle préfère aller envoyer la main dans le champ opératoire plutôt que de mettre la main sur son bébé. Bon, je suis maman, je parle en tant que maman, mais je pense que beaucoup de mamans feraient comme ça. Laisser les lunettes si c'est possible. Prendre les photos. Tout le travail que fait Alban, effectivement, est fondamental alors si ce n'est pas une photographe professionnelle, mais le papa ou d'autres personnes, quoi. Voilà, c'est de prendre des photos à la sortie du ventre si c'est possible, sans que ce soit trop gore. Pendant la salle de réveil, voilà, faire du lien avec du visuel, là où la maman ne peut pas être. Que la séparation soit la plus courte possible, comme on disait tout à l'heure. Prévoir un vrai temps de lien, de rencontre. Voilà, que dire encore, toujours des évidences, quoi. Si l'allaitement est prévu, de pas le défavoriser. En cas d'anesthésie générale, bon, on a vu que c'était 10% des cas, mais c'est fondamental, voilà, que le papa puisse être témoin auprès de la maman des premiers cris, des premiers soins, des films, des photos, voilà. Donc durant la période postnatale aussi, c'est-à-dire post-césarienne, c'est un suivi à la fois médical pour soulager la douleur, mais tout ce qui est aussi la prise en charge psychologique, d'accompagner, d'essayer de commencer à donner du sens. Il y a une chose importante que Césarine peut vraiment rapporter aux professionnels, c'est que ces mauvais vécus, en général, les mamans nous arrivent pas forcément une semaine ou deux après la naissance du bébé. Ça nous arrive des fois 1 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, à l'anniversaire des 1 an de la césarienne ou du bébé, au cours de la naissance, enfin de la grossesse suivante avec le bébé. Parce qu'en fait, la maman, au moment où elle a son bébé, elle est occupée par l'urgence du bébé, sa douleur à elle, parce qu'il faut sourire parce qu'elle a un bébé, machin, tout ça. Et puis c'est au fil des mois, insidieusement, que le
le mauvais vécu sort, et c'est un moment où la maman est sortie du radar, on va dire, des suivis postnataux. Donc voilà, elle se retrouve démunie, elle n'a plus contact avec les gynécos, la sage-femme, les choses comme ça. Donc c'est vraiment un élément assez récurrent. Donc souffrance psychologique souvent retardée, voilà, particulièrement quand la césarienne en urgence n'était pas préparée. Le problème de l'utérus cicatriciel aussi, il vaut mieux éviter d'en avoir une parce que les fois d'après, ce sera encore plus compliqué. Sensibiliser le personnel à l'importance des gestes et des paroles, comme j'ai dit tout à l'heure. La maman, elle entend tout, elle capte tout, et ça peut créer aussi des mauvais sentiments, et accompagner les parents et le bébé par les attitudes et les paroles. Expliquer au bébé aussi, parce que le bébé, quoi qu'on en dise, il comprend. Un bébé qui ne sera pas bien, il va peut-être chouiner, il sera, voilà, expliquer pourquoi papa et maman ne sont pas là tout de suite et ce qui peut se passer. Le dialogue, toujours, réexpliquer ce qui s'est passé autour de la naissance. Le soutien psychologique, donc les maternités, peut-être, et plus de vigilance vis-à-vis des parents dont la naissance ne s'est pas passée de façon souhaitée, classiquement. Voilà, donc on sait que c'est possible parce qu'il y a plein de maternités qui le font, il y a plein de prises de conscience, de respecter les besoins des parents, du bébé, des protocoles des maternités, et tout en respectant l'asepsie, la prudence chirurgicale, l'organisation des services et la préservation des habitudes. Voilà, toujours pareil, respect des partenaires, le dialogue, l'information, l'engagement du papa aussi qui a un rôle fondamental à jouer à ce moment-là. Plus que peut-être que d'habitude par rapport à sa liberté, on va dire, de mobilité et pour pallier à l'incapacité de la maman à ce moment-là. La responsabilisation des choix de chacun aussi. Et dans l'idéal, voilà, c'est que le moment de la naissance reste le plus naturel possible, quand bien même on passe par le cas d'une césarienne. À côté des chiffres, comme je voulais le souligner aussi, c'est qu'il y a du vécu. Donc derrière les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi, des chiffres. Les mots que je vous ai cités, les phrases que je vous ai citées, ça, ce sont de vrais vécus. Voilà, c'est autant parlant, je pense, que des chiffres. C'est que la guérison est un phénomène qui touche tout l'être, c'est-à-dire le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Le corps a besoin, pour guérir, de repos, de nourriture et d'exercice. On peut dire que c'est de la convalescence classique. L'esprit a besoin de comprendre ce qui s'est passé, il a besoin de faits et d'informations. Donc c'est ce que j'ai tout à l'heure donné du sens. C'est donner des faits, d'expliquer. Le cœur a besoin de soutien et d'empathie de la part de l'entourage. C'est pas de dire oh là là, tu te plains de quoi? Tu as un bébé en bonne santé, et puis moi aussi j'ai été opérée, j'ai eu une opération du genou, je sais ce que c'est que d'être opérée, quoi. Voilà, ça c'est une phrase qu'on nous a eu dit. Voilà, donc l'empathie, c'est important aussi. Et l'âme a besoin de situer cet événement dans le sens de sa vie. Donc, encore une fois, s'il faut en passer par là, ça peut être nécessaire, mais ça peut être bien vécu aussi. Voilà, je vous remercie.